j'avais pas mal travaillé, quoi. Et t'arrives au Mont Blanc, t'es plutôt confiant ou avec ton pote ou vous êtes un Voilà, on est peu... dans la plus grande incertitude Ouais, de notre vie. C'est-à-dire, comme tous les gens, je pense, qui la première fois s'alignent sur ce truc-là, on se dit, la veille, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est venu faire là, en fait? dans quoi on on, s'embarque? on se rend compte de l'énormité de l'affaire, on est pris dans cet engouement, enfin, dans cette ambiance très, très particulière. On chiale comme des débiles 20 minutes avant le départ sur la musique. Enfin, voilà, on se dit, bon, ça y est, on y est, mais on est vraiment, on s'est mis dans un truc de dingue, quoi. Et puis après, la course démarre. On a la chance, nous, cette année-là, il fait 48 heures de beau temps, quoi. Ouais, Enfin, il fait la exact. même chose Ouais. d'ailleurs. Ouais, Même presque il fait trop chaud. Ouais. Mais bon, ça part. Et puis, alors on est victime après les contamines tous les deux, en plus d'un trouble digestif, alors que j'en ai jamais eu avant, Ah moi, merde. avec diarrhée, vomissement. Déjà, on arrive au Chapieux, on est moitié mort. Donc là, on se dit, voilà, on va essayer d'aller un peu plus loin. Mais moi, il y a même un moment où je pense que c'est fini, quoi. Je me vois pas finir. Et puis bon, mais comme dans l'ultra trail à chaque fois, quoi, avec un peu de coca, un peu de truc, boum, ça repart, on marche, on continue à s'avancer. Moi, je passe au refuge Elisabetta, là. Ouais. Je crois que j'ai un quart d'heure d'avance sur la barrière horaire. Je suis vraiment très très juste là. Et ça passe. Bon, je continue et puis je me refais la cerise. J'arrive à Courmayeur, je me réalimente bien, j'ai bien repris la patate. Ensuite, je reprends un coup de chaud dans la montée au Au Grand refuge Col. Oberton, là. Ouais. Ouais. Ah oui, d'abord Bon, Roberton, oui, bien sûr. Ouais. ouais, ça repasse. Et puis après, par contre, dans le Grand Col Ferré, super. Là, je me retrouve une caisse incroyable. Je vole, je monte, je redouble plein de gens. La descente très bien. Et puis, quand j'arrive à Champé, je suis cuit, je suis mort, mais je sais que T'as la là, niaque. je lâcherai plus rien, quoi. Mm. Là, il faudra me casser les deux genoux pour que je termine ça. Je reprends un gros tir dans la montée à Bovine, comme tout le monde, je pense. Mm. Et puis après, les 40 dernières nuits, je fais super gaffe de pas me blesser, de pas tomber, de pas. Je sais que j'ai une heure et demie d'avance, 2 heures sur la barrière, donc je me gère ça tranquille. Et il y a juste le dernier épisode un peu, c'est qu'en arrivant avant la flégère, en fait, là, il reste 10 bornes, 12 bornes. Ouais. En fait, je pense que je m'endors quelques microsecondes en marchant. D'accord. Je fais un réveil dissocié, en fait, c'est-à-dire que je réouvre les yeux et en fait, je sais plus où je suis, je sais pas ce que je fais avec cette tenue ridicule. Les gens qui sont à côté de moi avec des dossards, je comprends pas ce qu'ils font là. Enfin, j'ai un épisode qui dure 5 bonnes minutes de dissociation complète. Je pense qu'en fait, je suis en espèce de sommeil profond mais éveillé, tu vois, parce que j'ai pas dormi du tout, en fait. Ouais, j'ai pas réussi à dormir une seule seconde sur toute la course. Et voilà, donc je me mets de l'eau sur le visage, j'appelle ma compagne qui me fait l'assistance depuis des années, enfin on se connaît super bien pour ça, et donc voilà, et puis elle me rassure, et puis ça repart, et là je termine en roue libre après sur chat, mais je passe la ligne avec mon gamin, hein, enfin c'est des moments qui sont... c'est juste ça, absolument, mais extraordinaire. Ton pote, tu l'as lâché où? Parce qu'à un moment, tu n'en parles plus, là. Alors, en fait, il s'est arrêté, lui, il est normalement beaucoup plus fort que moi. Hein. Ouais. Lui, s'était ciblé 33 heures, quelque chose comme ça. Et en fait, lui, il est parti d'échapper juste avant moi. Encore, il a réussi à remonter. Et il finit en 40 heures. Donc, on finit tous les deux, en fait. C'est ça qui est super, extraordinaire. donc c'est nickel. On y va les deux la première fois, on finit tous les deux. C'était la cerise sur le gâteau, ça. Alors toi, je sais pas, mais moi j'ai eu, alors évidemment, j'ai 3 grandes émotions. Alors il y a toute la course qui est pleine d'émotions de toute façon. Enfin, c'est compliqué à raconter toute une grande course comme ça. Il y a le départ de Cham qui reste pour moi un des départs de course. Enfin, je pense que c'est mon départ le plus énergisant que j'ai connu de toute ma vie de coureur. C'est tellement énorme ce truc, ça c'est incroyable. Ah ouais, je le souhaite à tout le monde, ça, c'est vraiment... il faut le vivre pour le raconter, parce que souvent les gens te disent, ouais, t'exagères et tout. Ok, peut-être, mais allez-y, quoi. Ah ouais, c'est clair, rien que d'y penser, ça me met la chair de poule, quoi. C'est énorme. Pareil. C'est un truc... tu l'as fait en quelle année? Moi, je l'ai fait l'année d'avant toi, en 2014. D'accord.
Et 2015, j'étais en train de faire la TDS. Donc c'est pour ça que je me rappelle bien de la chaleur quand on remontait de Bourg-Saint-Maurice. Là, c'était bien, quoi. Et après, je me rappelle très bien un gros moment d'émotion. C'est juste après la flégère, en fait, de m'être battu pour les barrières horaires, de passer la flégère avec globalement, je sais plus, une demi-heure ou trois quarts d'heure d'avance, et de ressortir de la flégère en me disant, il y a plus que la descente. En fait, enfin, là, d'un coup, tu vois, je prends conscience que c'est fait, quoi. C'est et j'ai plusieurs minutes où en fait je savoure, j'ai vraiment une flopée d'émotions, c'est énorme. Et à Cham, à nouveau de l'émotion, mais pour le coup comme toi, plus familial, puisque là je retrouve ma femme, ma fille. Alors pour le coup là je crois qu'en 2014 j'arrive à leur faire passer la ligne avec moi, alors qu'en 2015 sur la TDS j'arrive à récupérer ma fille mais ils veulent pas laisser passer ma femme. Enfin pour le coup ils ont rigidifié un peu les règles de sécurité de la zone d'arrivée. Alors peut-être ça faisait trop de monde, je sais pas, mais 2014, l'arrivée dans Cham, c'est juste énorme aussi, quoi. Ah oui, mais moi j'avais pris ce temps en descendant à un moment où j'étais un peu tout seul, de me dire de manger ces secondes et ces minutes en me disant bon là il faut absolument que tu t'imprègnes de ce moment-là parce que faudra pas te dire après je m'en souviens plus, etc. C'est ça. Tu vives ce truc-là vraiment à 200%, quoi. Et c'était ce que je me suis obligé à faire malgré la fatigue, malgré tout ça. Et c'est vrai que c'est des moments, mais moi c'était comme si ça s'est passé il y a 2 minutes. J'ai une mémoire qui est gravée de ces instants-là. C'est incroyable. Pareil. Ça paraît ineffaçable, quoi. Je pense que c'est. Là, alors pour le coup, tu vois, complètement en parallèle alors c'est pour le boulot, etc. Mais je fais un peu de formation là sur le coaching et pour le coup là, on travaillait sur la PNL, les images ressources. En plus, j'adore la visualisation. C'est comme ça que je prépare souvent mes ultras, etc. Pour le coup, l'UTMB, ça fait partie de mes ancrages de ressources. C'est tellement j'ai réussi de trucs dans cette course et que j'ai eu tellement de satisfaction et de plaisir à réussir, quoi. Ça fait partie de mes. C'est un défi, c'est énorme, quoi. C'est assez incroyable. Il y a une génération, je l'ai dit à Catherine Poletti, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises après. Ouais. J'ai dit, vous êtes des créateurs d'aventures humaines, en fait. C'est-à-dire cette course, elle génère. Il n'y a personne, je pense, qui l'a faite et qui peut dire, c'était banal, etc. C'est pas possible, je pense. Il se passe tellement de choses que. C'est clair. Alors, c'est lié au lieu, c'est lié à plein de choses, hein. Il y a factoriel, mais je pense que c'est quand même une course à émotion qui est et j'y suis retourné plusieurs fois, enfin même l'année dernière encore là, pour voir, parce que je dédicassais le bouquin à Cham l'année dernière. D'accord. Mais d'être spectateur, simplement spectateur de ce départ et tout, mais j'ai pleuré comme une madeleine, j'avais la chair de poule, c'était alors que j'étais plus vraiment, tu vois, j'étais pas dans le. Mais c'est incroyable ce que ça génère. Je suis d'accord. Et pour le coup, là, jusqu'à 2015, ton dos t'a laissé, et depuis jusqu'à maintenant aussi, ton dos t'a laissé tranquille? Il y a eu des épisodes, hein. J'ai eu des inflammations parce qu'il y a toute une période en fait où j'ai pas fait gaffe que j'avais une petite bascule des bassins, donc il a fallu que je me fasse faire des semelles. Et je les avais pas. Il y a une période où je les ai laissés s'user sans faire gaffe, donc je me suis redécalé de nouveau, donc je me suis fait mal. Mais bon, c'était des épisodes douloureux, mais qui passaient. Il n'y a jamais eu de complications. Il n'y a jamais plus de hernie, de sciatique, enfin de choses vraiment invalidantes. Et il me fait pas souffrir là. Enfin, ça continue. Alors je fais beaucoup moins d'ultra maintenant, en fait. J'en fais même plus. À la fois parce que je pense que l'objectif était atteint et que la Grinta était plus forcément là pour aller sur des distances aussi longues, en fait. Par contre, je continue à faire du trail pour moi. En fait, je prends plus de dossard, je fais plus de course, mais je cours en nature tout le temps. Alors, je cours avec mon fils, je cours, mais je la pratique quand je veux, où je veux. Voilà, mais j'ai plus pour l'instant, ça revient à la tête, mais j'ai plus l'envie là de prendre un dossard et d'aller m'aligner sur une course. Voilà. Ça s'est un peu passé. Par contre, j'ai toujours l'envie d'aller crapahuter dans la nature avec une paire de pompes et de courir quand je peux courir, quoi. Là, pareil, je te comprends. Et tu vois, j'ai fait la TDS en 2015. Alors derrière, moi, j'ai eu un peu d'arthrose dans un genou avec un peu de problème sur la rotule. Donc j'ai levé largement le pied pour soulager le genou. Donc il y a eu après une infiltration qui fait que ça m'a fait énormément bien. Donc j'ai repris tout doucement la course en réaugmentant un tout petit peu le volume. L'année dernière, j'ai refait un ultra qui est la Saint-Élion, donc tu vois, entre Saint-Étienne et Lyon, qui est une classique
mais voilà, pour moi, enfin voilà, là je joue à domicile, donc c'était facile. En plus, je fêtais pour le coup mes 10 ans de ma première Saint-Élion, donc c'était voilà, il y avait un aspect, voilà, un challenge, de l'émotion de la refaire, c'était assez cool. Mais je suis comme toi, je mets beaucoup moins de dossards aujourd'hui, et enfin j'ai interviewé quand même pas mal de monde, et il y a beaucoup de ceux qui ont fait pas mal de courses qui à un moment maintenant reviennent aussi à faire des off ou des sorties pour le plaisir, tout en restant dans la nature, mais en fait on les voit plus sur les courses, mais ça veut pas dire qu'ils courent pas, quoi. Et c'est une des évolutions du trail de toute façon, parce que le trail ça reste quand même la liberté d'aller te promener de partout, quoi. Exactement, ouais. C'est qui est sympa, quoi. Ouais. Mais je sais que moi j'avais après en 2016, après l'UTMB, on s'était inscrit au trail d'Andorre, là, le très très ouais. long, et en fait j'ai arrêté. Je crois que c'est pas loin d'être mon premier abandon, ou le deuxième en fait. Et quand j'ai analysé après le phénomène, en fait j'ai abandonné parce que j'avais plus la grinta. Ouais, mais c'est ça. J'étais physiquement pas plus mal petits soucis musculaires, mais rien de grave, rien qui m'aurait handicapé au Mont Blanc. Et par contre, voilà, j'avais plus cette flamme qui permettait d'aller courir pendant plus de 40 heures. Voilà. Donc je me suis dit, bon, ben, c'est pas la peine non plus de forcer le trait. Et puis j'ai eu aussi, moi, j'ai toujours d'ailleurs des problèmes de genoux, effectivement, arthrosiques, bon, mais qui sont liés à ma morphologie. Donc c'est vrai que ça aussi, ça m'a incité à réduire un peu la distance. Et alors moi j'ai aussi un autre facteur, tu vois, je le mets sur le compte sportif, mais il y a un aspect aussi que, enfin forcément que je prends en compte, et comme tout le monde, c'est que quand je fais les courses, tous mes ultras en 2014, tu vois, de 2010 à 2015, ma fille, elle est née en 2010. Donc 2015 elle a 5 ans, à partir de 5 ans, 6 ans, quand t'es pas là et que tu pars t'entraîner 3 heures, pour le coup elle s'en aperçoit, et c'est plus tout à fait la même chose, et j'ai envie de passer du temps avec elle, donc pour le coup voilà, ça semble ça semble normal de faire évoluer ça, et de pas leur faire que subir ton entraînement à toi, quoi. Enfin voilà, l'évolution est naturelle, surtout que j'ai déjà fait mes défis, enfin je suis tellement content, quoi. Oui, tout à fait. Il y a une forme d'accomplissement, c'est fait, c'est acquis pour toujours, j'allais dire. Donc moi j'ai l'impression vraiment de profiter maintenant de la discipline en elle-même uniquement, sans être contraint de s'inscrire, de checker internet pour s'inscrire à des courses parce qu'il faut le faire vite, de trapper ton dossard, les règles à chaque fois de ravitaillement, de trucs, enfin tout ce côté qui peut être un peu agaçant, et qui en fait quand tu cours tout seul, ça n'existe plus, tu l'enlèves. Donc tout seul ou avec des copains d'ailleurs, hein, c'est pas le loup solitaire, hein, mais c'est pas dans un cadre de course, quoi. Et j'ai retrouvé un plaisir pour le coup de partage qui est différent, en me mettant en créant mon blog et en créant le podcast, parce que pour le coup c'est ce qui me manquait quand moi je faisais le trail. Enfin pour le coup j'écoute beaucoup de podcasts, et il y en a quasiment jamais sur la course à pied, et aujourd'hui il y a Jogging Bonito qui existe aussi, et sinon il y a quasiment rien, donc voilà, et après sinon c'est des trucs américains ou anglais, donc je me suis dit c'est un super moyen de partage et de véhiculer justement les émotions, parce qu'il y a la voix en plus, et quand on en parle, je pense qu'on est tous plus ou moins possédés quand on parle de ça, donc c'est clair. Je pense que ça doit se ressentir dans l'enregistrement, ce que tu as parfois du mal à faire passer quand tu écris. Tout à fait. Tout à fait. Et à partir de quand devient donc l'idée justement d'écrire ton livre? En fait, l'idée elle était il y a un moment, mais je voulais pas écrire avant parce que je voulais pas me porter la poisse. D'accord. Donc une fois passé la ligne d'arrivée de l'UTMB, je pense que 3 semaines après je m'y mets, et comme j'ai déjà tout le synopsis en tête, tout ce que je voulais y mettre, je crois qu'en 3 mois ou 4 mois il est écrit. Et au départ, pour moi, c'est faire partager aux copains l'aventure, quoi, en leur filant un truc à chacun. Il y a une première tentative d'édition chez Guérin à Chamonix, parce que ça me paraissait la maison adaptée, et qui me dit mais ça part bien, ça nous intéresse et tout, et puis ça traîne, puis au final il m'appelle 6 mois après pour me dire non, finalement on va pas retenir votre livre. Alors là, grosse déception. Et du coup j'ai un éditeur indépendant breton, Quetken, à qui j'envoie le manuscrit, qui me dit mais c'est génial, je prends tout de suite, je fais des témoignages et tout, ça m'intéresse, voilà. Donc j'ai déjà, en plus je suis content parce que j'ai le livre qui est édité, ce qui est déjà en soi une réussite.
là où ça devient complètement incroyable, c'est que, voilà, au départ, en gros, je lui dis, voilà, si on en vend 50, si je peux enfiler à mes copains, ça serait super. Et puis, ça fait un peu plus d'un an qu'il est sorti et on va pas tarder à passer les 1000 exemplaires, donc c'est un truc que ça